Le regard franc, la poignée de main chaleureuse. Le père Nicolas, comme on l'appelle tous, est charismatique et immédiatement attachant. Originaire des Philippines, Nicolas Mathias Sengson a été ordonné en 1980 comme prêtre de la Société du Verbe divin, une congrégation missionnaire catholique. Il fut alors envoyé au Chili pour sa première mission. Il est spécialisé en liturgie. Il a obtenu une licence en liturgie sacrée du Pontificio Instituto Liturgico Sant'Anselmo à Rome, où il a obtenu un doctorat en théologie avec une spécialisation en liturgie et sacrement de l'Institut catholique de Paris. Mais ce n'est pas tout. Père Nicolas possède aussi une maîtrise en musique. C'est un excellent compositeur et son travail inclut plusieurs genres musicaux. Il a notamment composé des chants pour la célébration du 30e anniversaire de la mission catholique philippine à Montréal. Finalement, il est également pasteur de la paroisse Sainte-Madeleine d'Outremont depuis 4 ans. Nicolas et moi, du groupe Biblio4, allons donc l'interviewer. À la caméra, Augustin et Diane, qui font aussi partie de notre super groupe Biblio4, qui s'adresse aux jeunes de 13 à 15 ans, qui ont fait leur confirmation et veulent conserver des liens tout en continuant d'approfondir leur foi. Nous avons le plaisir d'interviewer le père Nicolas Sengson afin de mieux connaître le grand homme derrière l'homme de Dieu. Père Nicolas, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né aux Philippines et y avez passé votre enfance, n'est-ce pas? Oui. Pourriez-vous nous parler un petit peu du petit Nicolas, de l'enfant que vous étiez? Oui, d'accord. Tout d'abord, le petit Nicolas, ça m'a beaucoup aidé quand j'étudiais la langue française en France, le petit Nicolas. Il ressemble un peu le petit Nicolas que j'étais. C'est-à-dire, alors ici, ma mère va dire, il faut être humble, Nicolas, ok? Mais moi, je suis très bon pour les études. J'étais observateur. Je ne parlais pas à tout le monde tout de suite, mais j'observais les gens. Alors, le petit Nicolas, il était plutôt calme, mais il était un peu difficile. Si votre mère revenait à la vie, quel plat est-ce que vous aimeriez qu'elle vous prépare? Ouh là là, bon, d'accord. Vous avez raison, Guillaume. Ma mère est déjà dans l'autre vie, donc, mais si elle allait revenir pour me préparer un plat de résistance, j'aimerais qu'elle refasse comme ça, avec du poulet, sauce au soja et beaucoup d'ail. Et puis, donc, un peu de cholestérol là-dedans, mais c'est pour vraiment manger bien avec 2-3 assiettes de riz. Voilà. Ok. Quel est votre souvenir le plus nostalgique de votre enfance? De votre enfance? Bon. Nostalgique, c'est-à-dire, moi, j'étais un très bon élève, un très bon étudiant. J'étais toujours le premier de la classe et tout ça, mais en même temps, ça ne me dérangeait pas quand les éducateurs n'allaient pas me donner l'honneur, parce que vous savez qu'à la fin de l'année académique, scolaire, ils vont toujours donner des prix, n'est-ce pas? Oh, c'est le numéro 1 de la classe. Et ça ne me dérangeait pas du tout si je n'allais pas avoir ça. Mais pour moi, le plus important, et ça me fait nostalgique maintenant, c'est de vraiment bien étudier, et puis ne pas sécher les examens. Et que je serai toujours avec la note la plus excellente possible. Pour moi, c'est nostalgique parce que j'aimerais toujours être un bon élève. Et quel est votre souvenir le plus beau de votre enfance? Oh, c'est-à-dire l'amour entre mon père et ma mère. Okay. Parce qu'on n'était pas misérable, mais on n'était pas riche non plus. On n'était pas très aisé. On était dans un village où on entendait encore les chevaux, les poules, etc., le matin, à 3 heures le matin. Mais ce qui m'a beaucoup marqué et m'a beaucoup inspiré, nostalgique aussi, c'est que mon père aimait beaucoup ma mère et ma mère aimait beaucoup mon père. Et moi, j'étais l'aîné de la famille.
Et il me donnait beaucoup de responsabilités. Comme petit Nicolas, ça m'a beaucoup inspiré de faire mon mieux. Alliez-vous à la catéchèse? Oui, alors, je vais vous expliquer un peu. On n'allait pas quand même imaginer la catéchèse comme ici chez nous, n'est-ce pas? Moi, je n'étais pas étudiant dans l'école des religieuses, mais de la paroisse. J'étais dans un village. Mais les élèves les plus grands de l'école chez les religieuses allaient toujours chez nous une fois par semaine pour nous donner de la catéchèse, chez nous, au village. Donc, j'avais une expérience de catéchèse aussi, mais pas directement comme nous l'avons maintenant. Mais ça m'a beaucoup aidé. Faisiez-vous des bêtises durant votre enfance? Qu'est-ce que vous pensez? Oui ou non? Ben, Oui. non, mais je pense qu'une fois, moi, il me disait, Nicolas, il est très calme comme ça. Mais il me raconte après, quand j'avais 3 ans, une fois, je n'ai pas obtenu ce que je voulais et il semblerait que le petit Nicolas, il est resté sur la terre comme ça, avec toutes sortes de choses. Et puis, je me souviens, parce que j'étais quand même pas stupide, à 3 ans, mon père m'a pris les mains, il m'a enveloppé comme ça, il dit, « Ok, tu vas être calme ou non ?» Mais à partir de ce moment-là, je suis devenu très calme. Bon, d'accord. Quel genre d'ado étiez-vous? Timide, dégourdi? Je n'étais pas timide. Je n'avais pas peur de parler en public quand il allait me poser des questions. J'étais toujours prêt à répondre, ou sinon, j'étais toujours préparé. Mais en même temps, je ne voulais pas me vanter. J'ai détesté les enfants, les ados qui se faisaient remarquer. Moi, j'étais toujours au 3e, 4e, 5e rang. Alors, j'observais, mais quand il allait me demander de collaborer, de dire quelque chose, moi, j'allais le faire bien. Ok. Vous étiez végétarien. L'avez-vous toujours été et l'êtes-vous encore? Encore, oui. Mais chez nous, aux Philippines, dans mon village, c'était la nature, n'est-ce pas? Donc, les parents nous obligeaient de manger beaucoup de légumes, beaucoup de fruits et pas trop de viande. Donc, végétarien, oui, j'étais déjà. Donc, Père Nicolas, vous avez été ordonné prêtre en 1980 par une congrégation missionnaire catholique bien connue, Oui. celle de la Société du Verbe divin. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à devenir prêtre? Avez-vous une révélation, un moment spécial où vous avez su que c'était votre vocation? Alors, sont très bonnes les questions parce que ça me manifeste 2 époques dans ma vie. Je vous assure que quand j'étais petit, même si vous n'êtes pas en train de me demander, je vais quand même répondre comme ça. J'étais très précoce et plutôt ambitieux. Donc, attention, je voulais être médecin, architecte et journaliste. Attention, en même temps. Ce n'était pas possible. Mais quand j'avais 11 ans, tout d'un coup, ça a changé. Je voulais devenir prêtre. Ma mère me posait la question, pourquoi tu as changé? Qu'est-ce qu'il y a? Et je vous assure que je n'avais pas de réponse. Et donc, mais j'avais le désir, le souhait de venir. Mais après, quand j'étais à l'école secondaire, j'avais peut-être à peine 13 ans. C'était clair dans ma tête, je ne voudrais pas rester dans le village tout simplement au service des autres. J'aimerais, je vous ai dit que j'étais un peu précoce, n'est-ce pas? Je savais déjà ce que je voulais. Je voudrais être au service des autres gens, peuples, villages, mais en dehors de mon pays. Le grand inconnu de mon époque, on ne pourrait pas trop voyager, donc on était toujours dans le village, mais en même temps, il y avait déjà un peu de télévision. Et moi, j'aime beaucoup les politiciens qui parlaient bien, les prêtres qui parlaient bien, et surtout les religieuses qui donnaient leur vie au service des autres. Mais je parle maintenant comme Père Nicolas, n'est-ce pas? Mais quand j'étais petit, je ne parlais pas de la même façon, mais j'avais ça dans ma tête. Donc,
j'ai dit, c'est le prêtre qui est un peu celui qui pourrait réaliser tout ça. Et j'avais pas tort, eu tort. Qu'est-ce que vous aimez le plus et le moins de vos fonctions actuelles? Ici, deux choses. Moi, je suis fonctionnaire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire fonctionner, n'est-ce pas? Mais au-delà des fonctions, il y a des relations. Parce que moi, je ne vais pas fonctionner tout simplement 7 heures dans mon bureau là-bas, n'est-ce pas? Mais je cherche un peu comment être avec les gens. Mais en même temps, comme moi, je dis toujours oui à toutes les demandes. Parfois, ça provoque des problèmes de santé, de désordre, de temps de manger, dormir. Vous voyez les côtés humains, comme vous-même, comme des étudiants. On devrait avoir à tout cela, n'est-ce pas? Alors, moi, j'aime pas trop quand je ne suis pas très fidèle, par exemple, à ce qui est un peu de mon côté santé. Ben, ce n'est pas un secret, je le dis en public, parce que je sais qu'il y a beaucoup de paroissiens, il y a inclus des gens qui m'ont dit, Père Nicolas, la santé. Voilà. Pour vous, quel est le fidèle idéal dans une paroisse? Le fidèle idéal, c'est-à-dire celui, bon, parce que moi j'aimerais être fidèle de cette façon, donc j'attends aussi que les autres peut-être seront dans le même cheminement. Il faut toujours être guidé par la parole de Dieu, ça c'est clair à moi, parce que j'ai beaucoup de paroles, les autres aussi, on va lire des paroles écrites, les méditations, etc., mais la parole de Dieu c'est capital pour moi. Donc, c'est toujours être à l'écoute de cette parole qu'on entend toujours, mais on a du mal à mettre en œuvre. Donc, ça, c'est important pour moi. Quelle est la paroisse idéale? Oui, la paroisse idéale a un nom, Sainte-Madeleine d'Outremont. Bon, d'accord, ça c'est clair. Parce que je ne suis pas en train de justifier ce que nous vivons ici. Et vous savez que le nombre des fidèles augmente, c'est-à-dire il y a de bouche à oreille quelque chose qu'on partage. Mais ici, on n'est pas tous et toutes le même, on n'est pas des clones, non? Mais on est différents, des cultures, les continents sont là, et puis les générations sont là, aux plus petits quand ils sont encore des bébés, et aux plus âgés quand ils sont déjà avec les marches comme ça, n'est-ce pas? Donc, pour moi, c'est idéal parce que on prie ensemble, on regarde ensemble, on chante ensemble, on prend du café, on bénit les enfants de catéchèse. Et puis, il y a ceux qui viennent ici en dehors des horaires de la messe pour prier, avoir un peu de silence. Alors. Et puis, on a aussi beaucoup qui sont engagés dans la charité, le bénévolat et dans la catéchèse. Nous avons une belle chorale et tout le monde est bénévole, mais avec excellence. Et puis, bien sûr, le bâtiment. L'église est belle, n'est-ce pas? L'orgue est belle. Voilà, pour moi, c'est la paroisse idéale. Quelle valeur est importante pour vous pour être un bon prêtre? Alors, pour un bon prêtre, c'est-à-dire, il faudra tout d'abord être une bonne personne, un bon baptisé, et bonne personne selon son âge. Parce que le bébé pourrait être très bon parce que ça nous donne l'inspiration, ça nous oblige d'être prudents, amoureux. Mais une personne mourante, une personne âgée qui est fidèle à la prière, c'est aussi pour moi idéal. Donc, ça c'est la base. Si le prêtre n'est pas bon de ce sens, je ne sais pas d'où vient sa bonté. Alors pour moi, il faudra être ordinaire comme n'importe quel fidèle. Ça c'est pour moi important. Est-il un projet dont vous avez fait, dont vous êtes particulièrement fier? Ici dans la paroisse, en général. En général, oui. Oui, en général, c'est mon appréciation de beaucoup de cultures. Ma congrégation m'a envoyé de faire beaucoup d'études, un peu partout dans le monde, dans les institutions d'études les plus élevées. Mais moi, je ne suis pas resté juste dans la bibliothèque, non?
Moi, je suis resté apprécier la culture, folklore, la nourriture. Je savais en France, chaque région avait des fromages. En Italie aussi, chaque région avec des pizzas. En Asie aussi, chaque région ont leurs animaux. Vous voyez, ça me comble beaucoup. Et c'est parmi les projets que j'aimerais toujours avoir. Pouvez-vous partager une situation comique que vous avez vécue? Récemment ici, oui, c'est comique parce que c'est la vérité. Comique n'est pas juste l'humour, n'est-ce pas? Alors, moi, j'étais toujours en compagnie des jeunes. Depuis mes années les plus jeunes comme prêtre, j'avais à peine 26 ans quand j'étais envoyé au Chili. Bon, j'étais toujours dans notre collège, etc. Et puis, donc, je me considérais toujours plutôt jeune, même si les cheveux sont déjà moins jeunes. Mais à un moment donné, ça fait peut-être déjà 3 ans, quand je prends le métro, j'étais un peu choqué une fois quand il y avait une fille qui me disait, et elle m'offre comme son siège parce qu'il dit, ah ben, je suis plus jeune parce que je suis parmi les plus âgés, donc je devrais être celui qui devrait s'asseoir. Alors ça, pour moi, c'est comique parce que j'ai dit, oh, Nicolas Mathias Sengson, tu as plus de 60 ans, tu n'es plus le jeune garçon qui faisait le hockey, pas le hockey, le patinage au Chili. Bon, pour moi, c'est comique. Mais qu'est-ce qui vous rend heureux? D'entendre les questions que vous me posez maintenant. Je vous assure, je n'ai pas raison de flatter n'importe qui, mais ça me rend heureux parce que ça voudrait dire que vous avez intérêt de me connaître. Si ça ne me rend pas heureux, je ne sais pas qu'est-ce qui va me prendre beaucoup plus. Donc, quand vous posez les questions, c'est-à-dire vous avez intérêt de me connaître parce que ce que je représente n'est pas juste moi, mais quelqu'un qui nous donne la joie. Ça va? Oui. D'accord. Y a-t-il un verset ou un psaume qui vous a le plus marqué? Oui, alors, vous savez que moi, je suis musicien, comme Guillaume a bien souligné au début, n'est-ce pas? Et donc, les psaumes, en général, les textes sont vraiment là pour être chantés. Mais, comme musicien, ce qui m'inspire beaucoup, c'est le thème, la façon comme les textes sont rythmés, c'est le psaume 22. Parce que c'est pour moi important, comme un enfant de Dieu, j'ai besoin d'un berger, le bon pasteur, celui qui me dit, Nicolas, n'aie pas peur. Nicolas, rien ne saurait te manquer. Et même, je vais le chanter quand il y a des funérailles, des mariages, et quand je suis seul, et quand je suis avec les autres. Le psaume 22. Père Nicolas, vous êtes un modèle pour plusieurs d'entre nous. À votre avis, quelle est la clé pour être un bon prêtre dans la vie de tous les jours? Être bon prêtre, c'est-à-dire, il devrait être un bon ami avec des autres prêtres aussi. Parce que c'est possible qu'il y a des prêtres qui sont très bons quand ils sont seuls, mais ils n'ont pas de bonnes relations avec les autres. Peut-être ça arrive chez certains prêtres, mais moi, ce qui me donne beaucoup de joie, c'est déjà à mes camarades prêtres, mes collègues, on a de bonnes amitiés. Pour moi, ça c'est comme. C'est-à-dire, quand je suis dedans, dans l'église, quand je suis un peu dehors, autour, quand je marche, quand je suis en diocèse, quand je suis avec l'évêque, quand je suis avec les autres prêtres, ça me rend heureux. Vous parlez de l'amitié avec vos amis prêtres, mais avez-vous des tensions et de la colère envers d'autres prêtres? Tension, oui, mais colère peut-être pas, parce que chacun est différent, n'est-ce pas? Donc, à mon âge maintenant, 72 ans, au moment de l'entretien, je pense que j'ai quand même apprivoisé le côté colère quand les différences sont trop grandes. Donc, j'ai dit, j'ai mon point de vue, lui aussi, il a le point de vue. Le mien n'est pas excessivement mieux que l'autre, mais quand je réussis à accepter le point de vue de l'autre, je suis très content. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué de votre rencontre avec le pape François à Rome? Oui, alors,
Vous êtes au courant de ce que l'an dernier, ma congrégation religieuse m'a mandaté, n'est-ce pas, pour être liturgiste dans ce qu'on appelle, nous, dans le langage des religieux, chapitre général. Tous les supérieurs de ma congrégation, on était 200 délégués, n'est-ce pas, et se réunissent pendant 2 mois pour tracer un peu l'avenir de notre congrégation et ensuite donner au Saint-Père les résultats. Donc, on avait l'audience privée comme un missionnaire du Verbe divin avec le Père, le pape François. Alors tout d'abord, j'étais impressionné parce que dans toute sa puissance, dans toute sa popularité, dans toute son envergure pastorale, il n'était pas gêné de se montrer faible. Parce que, je n'allais pas quand même le répéter, imiter, mais il est entré dans la grande salle, c'est doublement plus grande que notre sacristie. Il n'avait pas son bâton un peu, mais il boitait comme ça, mais il n'était pas gêné de se présenter comme faible ou fragile. Pour moi, ça m'a beaucoup bouleversé. Au niveau humain, quand chacun de nous allons demander sa bénédiction, il m'a serré les mains, et il regarde vis-à-vis, les yeux sur les yeux. Et j'ai constaté, ses yeux étaient un peu vert pâle, gris pâle, et il regarde comme ça avec le sourire d'un grand-père. Je vous assure, si ça ne vous touche pas, c'est difficile d'être heureux. Mais lui, il m'a donné cette grâce. Et merci pour cette question que je voulais quand même le partager. Lors de ce même voyage à Rome, vous avez pu prier sur le tombeau de Carlo Acutis. Comment s'est déroulée cette visite? Oui, alors, lors de ce que je viens de dire comme le rassemblement qu'on appelle chapitre général, les dimanches, on va faire nos pèlerinages. Et donc, à un moment donné, on a fait notre pèlerinage à Assisi, n'est-ce pas, où se trouvait le tombeau de Carlo Acutis. Et comme moi, j'étais toujours, comme je viens de vous partager, ce qui m'a inspiré toujours, c'est la présence des jeunes, n'est-ce pas, parce que c'est l'avenir de l'Église. Et donc, Carlo Acutis, pour moi, c'est un modèle à suivre par les jeunes, les moins jeunes, par les vieux, par les pères, les mères, les prêtres, les personnes qui vont chercher toujours le chemin de Dieu. Et donc, quand le pèlerinage est arrivé, j'ai dit non, je vais passer quand même au moins 1 heure devant son tombeau. Et j'ai pris les photos aussi. Et puis lui, en fait, il est un grand garçon. Il est un peu comme vous. Il est grand, vraiment comme ça. Son tombeau, c'est vraiment long. Mais lui, malgré le fait que ce n'était que son corps qu'on voyait, c'était pas, comment on peut dire ça, c'était intact. Mais lui, vraiment, montrait une sainteté qui n'était pas artificielle. Mais c'était sûrement sa vie quand il était encore vivant sur Terre. Cette prochaine partie de l'entrevue n'a pas de thématique précise. Elle rassemble des questions diverses que les jeunes ont voulu que nous vous posions. D'accord. Première question. Quel compositeur musical vous fait battre le cœur? Oh, moi, je suis du côté français, c'est-à-dire, ça dépend. Je suis dans l'époque de musique, ça voudrait dire l'époque de l'impressionnisme. Comme moi, j'aime beaucoup Claude Debussy, et quand j'étais étudiant à Paris, je visitais même sa ville natale, comme ça. Donc, ces compositions pour piano, orchestre, qui manifestent un peu le sens de la nature par la sonorité, ça, c'est pour moi l'extase. Mais quand il s'agit des grands orchestres, les opéras, et puis pour vraiment bouleverser l'auditeur, j'aime beaucoup les Allemands, comme Richard Wagner, Richard Strauss et tout ça. Bon. Vous êtes iconographe. Qu'est-ce que vous aimez dans l'iconographie? Alors, l'iconographie, malheureusement, on l'aperçoit comme la peinture, n'est pas une peinture. Dans la tradition byzantine, l'iconographie voudrait dire en fait la parole de Dieu. Et donc, on écrit la parole de Dieu comme les évangélistes, comme Saint Luc, Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Marc.
On les écrit, mais pas par parole, mais par des figures. Donc, quand on fait l'iconographie, quand on l'écrit, on devrait être comme en récollection spirituelle. Les couleurs qu'on mélange ne sont pas synthétiques, ce sont des minéraux, des couleurs naturelles, et on va les mélanger. Et puis, au fur et à mesure, on prie, on prend la parole de Dieu. Et ce n'est pas une peinture à réaliser une semaine. Moi, le plus grand que j'ai réalisé, et il y a toujours un maître, c'est-à-dire celui qui guide, non? Ce n'est pas autodidacte. Alors, le dernier que j'ai fait, c'est quand même grand comme ça, et ça m'a pris toute une année, une fois par semaine. Wow. Combien d'iconographies avez-vous réalisées à ce jour? Oui, ils sont comme 5 ou 6. 5 ou 6. Oui. Vous êtes pianiste et compositeur. Sur une échelle de 1 à 10, combien vous vous mettriez? D'accord. Ça, c'est un peu personnel. Je vais vous dire ce que le conservatoire et l'école de musique où j'étais à Washington, D.C. m'ont donné. C'est A+. Wow. Donc, je ne pourrais pas dire que j'ai travaillé assez beaucoup. Et donc, l'école va donner pour Nicolas Singson, on va lui donner la note A+. Voilà. Avez-vous le droit d'avoir des animaux de compagnie? Doit, peut-être non, mais j'aime beaucoup les chats qui sont tranquilles, mais qui sont intelligents, mais qui me provoquent l'allergie aussi. Mais quand il y a un autre confrère qui prend soin d'eux, je suis content de les avoir. Quel est votre sport préféré? Alors maintenant, c'est un peu mort, mais auparavant, surtout, pour maintenir ma santé mentale, sentimentale, corporelle, c'était la natation. La natation? Oui. Quelle est votre saison préférée? Oh, alors, honnêtement, c'est l'hiver, parce que je sais qu'après l'hiver, il y aura le printemps et l'été. Alors, quand on arrive déjà au 21 juin, l'été, je dis, oh mon Dieu, dans quelques semaines, ce sera déjà l'hiver de nous. Donc, préféré, c'est l'hiver. Okay. Avez-vous déjà eu une amoureuse? OK, bon. Répétez la question, s'il vous plaît. Avez-vous déjà eu une amoureuse? OK, bon, je rigole un peu, parce que je n'ai pas eu d'amoureuse que j'étais vraiment épris et bien amoureux. Mais quand j'étais au petit séminaire, il y avait beaucoup d'amoureuses de moi. Alors ça, c'est différent, non? Mais je n'ai pas couru auprès des autres, mais c'était des jeunes filles qui couraient auprès de moi. Alors ma mère me disait, qui est cette fille? Qui est cette fille? Qui est cette fille? Je dis, ne vous inquiétez pas, ce sont mes fan clubs. Pouvez-vous nous partager une anecdote? Oui, alors, anecdote récente, je viens de dire sur la station métro ou dans le train métro, quand ils vont m'offrir le siège parce que je suis déjà un homme. Mais peut-être, comment on peut dire, le plus rigolo comme anecdote, c'est peut-être quand je me présente auprès de mon médecin famille, je suis diabétique, donc j'ai essayé de me présenter vraiment comme très ordonné et puis très, comment on peut dire, fidèle aux médicaments et tout ça. Mais tout d'un coup, je retrouve mon médecin famille et moi, j'étais sur le point de commander le crème glacée, donc pas trop loin de sa clinique médicale. Moi, j'étais vraiment gêné et embarrassé, mais c'était trop tard. J'ai quand même acheté le crème glacée, peu importe. Donc, nous terminons cette entrevue avec notre sprint de finale. OK. Donc, plusieurs questions en rafale. D'accord. Vin blanc ou vin rouge? Vin blanc. Têtu ou obéissant? Têtu. Blonde ou rousse? On parle bien des bières. Ah bon, d'accord. Bon, d'accord. Il faut le. Moi, j'aime beaucoup le russe. Saint-Nicolas ou Saint-Mathieu? Saint-Nicolas. Gourmet ou gourmand? Gourmet. Classique classique ou moderne? Classique. Nocturne ou diurne?
Nocturne. Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Nouveau Testament. Réservé ou fonceur? Fonceur. Salé ou sucré? Oh, sucré. Pomme ou poire? Poire. Pour finaliser cette entrevue, avez-vous un message à partager avec vos fidèles? Oui, alors, je vais reprendre ce que m'a beaucoup touché. Vous connaissez, nous avons notre Saint-Père, n'est-ce pas? Le pape Léon XIV. Tout le monde guettait un peu qui serait. Et ses premières paroles, c'était la paix soit avec vous. Ce qui est le besoin du monde entier, n'est-ce pas, de l'humanité. Mais lui, il ne le disait pas comme si c'était sa phrase. C'était clair dans sa tête, je pense, qu'il était en train de citer, répéter et proclamer ce que Jésus ressuscité avait dit. La paix soit avec vous. Et pour commencer son ministère papal, avec la paix qui commence à parler maintenant et visiter des lieux, des occasions où la paix est vraiment nécessaire, pour moi, c'est un message que nous devrons prendre au sérieux. La paix. Désirer la paix et dans notre génération, notre profession, notre état de vie culturel, on devrait non pas juste songer à la paix, mais promouvoir la paix. Alors, vous allez me donner l'autorisation pour conclure, si moi, je pourrais aussi vous poser des questions. Bien sûr. Bien sûr. Vous m'autorisez? Oui. Alors ça, c'est en dehors du script, n'est-ce pas? Alors, maintenant, quel est votre nom? Nicolas, Vous avez quel âge? 13 ans. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Faire du sport et... Ouais, je pense faire du sport. Ben, c'est bien. Gardez-le parce que le sport n'est pas juste question d'argent, mais de collaboration. Le Saint-Père, il est un bon tennis player, donc le sport compte pour lui. Est-ce qu'il y a un garçon ici qui parle bien, qui s'appelle Guillaume? Oui, je pense. Guillaume, vous aimez vos parents? Oui, bien sûr. Comment vous allez le manifester? Bah, en leur faisant des câlins et... C'est exact. Quand vous auriez 50 ans, ils sont encore en vie, n'allez pas oublier ça. Faites toujours des câlins. Vous promettez? Oui, bien sûr. Bon, alors, merci. C'est moi qui vous remercie parce que votre intérêt, c'est capital pour moi. Ça voudrait dire je vais pouvoir vouloir et j'espère pouvoir rester ici au service des autres. Et si jamais vous allez penser à un deuxième entretien dans 3 ans, allons-y. Merci beaucoup de votre temps si précieux. D'accord, merci mes amis.